Or là, M. Sassou ignore qu'il est chef de l'État. Et il laisse les caprices à un fils. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas élevé. C'est pour ça qu'il cède à toutes ces caprices-là. Et je rappelle que ce fils-là, du point de vue de la constitution de M. Sassou, qu'il a imposé au peuple congolais par la force des canons, avec un fleuve de sang, ce fils-là est illégitime. Ce Pardon, vous fils-là ne avez devrait même dit, pas être, ce fils-là ne devrait même pas être membre du gouvernement. comment ça? Ce fils-là est illégitime, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il est né d'une mère étrangère. Quand on est né d'une mère étrangère, on n'a pas la capacité de briguer ce qu'il est en train de faire. Et je pourrais lui retorquer, mais puisque sa mère est congolaise de la République démocratique du Congo, pourquoi il n'est pas allé signer des accords qui engagent les terres de sa maman? Pourquoi il engage les terres qui appartiennent au peuple congolais ou appartient à son père? Michel Sassou ne se souvient pas que le Congo est un pays de transit. Il a oublié ça. Pourquoi il était un Faites le pays de lui transit? rappeler. Pourquoi il a été un pays de transit? Et il oublie que le Congo alimentait tous les pays de l'Afrique centrale en termes d'agriculture. Il oublie que le Congo a été le pays le plus scolarisé de l'Afrique. Tel un criminel qui revient toujours sur la scène de crime, Denis Sassou Nguesso vient encore là de créer une crise majeure dans le pays et tout le monde est en train de le constater. Ces accords violent de manière délibérée la constitution congolaise. On ne va pas revenir sur les articles qui ont été violés, mais tout le monde le sait. Mais en plus d'avoir rappelé que ces accords n'ont jamais fait l'objet d'une ratification au niveau du Parlement congolais. Et donc, on peut penser qu'il a créé une autre crise, mais une crise majeure. Et nous savons généralement comment ça se termine au Congo. Ça nous rappelle un peu la crise d'octobre 2015. Comment en sortir? Vous savez, dans un pays, quand il y a une telle crise, les hommes politiques doivent se hisser à un certain niveau pour pouvoir éviter le pire. Et j'espère que nous arriverons à éviter le pire. Mais je constate que Denis Sassou Nguesso se met à, au lieu de chercher des solutions, aggrave la situation en impliquant les prélats dans, dans cette affaire de cession des terres. Et nous savons très bien que les prélats, ce sont des personnes, des personnalités morales qui apaisent le pays, qu'on ne doit pas entraîner dans des tumultes. Et là, lorsque les prélats ont su qu'il y avait des sujets d'inquiétude dans la population, ils ont sollicité une audience à Denis Sassou Nguesso qui, ne voulant pas être en contradiction avec les prélats qui devaient leur expliquer que on ne touchait pas au patrimoine commun de la République, il a préféré envoyer, euh, il a téléphoné à son homme à tout faire, à Anatole Coliné Makosso, de recevoir les prélats. Et il a instruit Anatole Coliné Makosso de ce qu'il devait dire aux prélats.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Je vais vous prier dans un premier temps de cliquer déjà sur le pouce levé juste en bas de cette vidéo pour nous aider évidemment à couvrir une plus large audience. C'est aussi là une manière pour vous de soutenir notre activité médiatique. Pensez également à partager cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement. Je suis en compagnie de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC, un parti de l'opposition ou bien de la résistance. Vous êtes où se Moi, situe le CDRC? je me suis toujours dit que il y avait eu une autre politique au Congo, et c'est cette frange-là que j'incarne, celle d'une autre politique. Une autre politique, vous J'ai- êtes au centre, à gauche, à droite, ou c'est où là? À la je résistance? je ne veux pas, la politique du PCT a échoué. La politique du PCT a échoué. Et, la politique du PCT nous a entraînés dans des difficultés impensables et pour preuve, aujourd'hui, tout le monde est dans la rue. C'est voilà pourquoi je dis qu'il y a une autre politique. Et cette autre politique-là regroupe l'ensemble des Congolais, l'ensemble des forces vives du pays pour pouvoir apporter les solutions qu'attend le peuple congolais qui s'est mis en marche. Merci, monsieur Boukadia. Alors, je vous dirai donc bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est, c'est un bonjour réciproque, c'est une grande joie. Vous savez, Monsieur Perrin, il y a longtemps que vous et moi, nous abordons les problèmes du Congo. Je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est depuis 2009, je crois, quand j'étais candidat à 2009. l'élection présidentielle. Nous avons eu beaucoup de missions, des sujets profonds, Oui. pointus, et je pense que le peuple congolais sait que vous n'êtes pas avare de vraies questions, et j'y répondrai volontiers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boukadia. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que vous êtes également ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009 au Congo-Brazzaville. Mais qu'en est-il au fait de votre coq que vous doit Denis Sassou Nguesso? Il a déjà payé sa dette? Non, monsieur Perrin, vous savez, le Congo est une mosaïque de culture, et je fais partie de la culture Congo. Mhm. Et la culture Congo veut que lorsque on arrive à sauver la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un, et que cette vie est sauvée, est préservée, la coutume Congo veut que celui qui a eu la vie sauve remette soit un coq, soit un cabri ou un bouc. C'est ça la culture Congo. Parce que il y a eu au Congo des situations très difficiles où les mêmes amis de M. Softou voulaient lui ôter la vie. Je me suis opposé dans la mesure où, s'il l'avait fait, ça serait un recommencement de l'histoire dramatique du président Marien Ngouabi, à qui ils avaient ôté la vie et ils avaient imputé cet assassinat au peuple Congo. Et cet assassinat-là a entraîné la division du Congo, puisque on peut dire toute la quasi-totalité de nos compatriotes du Nord ont pris fait et cause du fameux slogan qui avait été initié justement pour mettre en place le tribalisme, la politique du tribalisme de diviser pour mieux régner, que, excusez-moi mon accent, bah, Congo, bah, Bomi Marien. Et donc, tous nos compatriotes du Nord ont cru que c'était les Congos qui avaient assassiné Marien Ngouabi. Et donc, imaginez ce que ça allait donner si on avait entendu que Denis Sassou Nguesso avait été assassiné. On allait encore dire les Bakongo, Babomi, Denis Sassou. Donc, c'était la raison pour laquelle j'avais dit non, ce n'était pas possible. Et Mais c'est avec, pour ça que pardon, Monsieur Boukadi, avec le recul pour avoir sauvé la vie de Denis Sassou Nguesso, c'est parce qu'évidemment, la vie d'un être humain est sacrée. Euh,
Est-ce que, après tout ce temps qui est passé, avec tout ce qui se passe au Congo, vous ne le regrettez toujours pas, c'est ça? Non, on ne peut pas regretter d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui, il arrivait de sauver encore d'autres vies, je le ferais. On va entrer dans le sujet de notre entretien aujourd'hui. Monsieur Boukadia, merci de votre disponibilité. Mais tout à l'heure, je vous posais la question si le CDRC est à l'opposition. Bon, vous m'avez dit que vous n'êtes pas non plus à la majorité présidentielle, peut-être Ah pas au non, je ne suis centre, pas à mais la bref. majorité Mais est-ce présidentielle. que une opposition face à une dictature, c'est plausible, hein, c'est faisable? Vous savez, j'ai toujours dit que le Congo, tant qu'il n'y a pas des élections, on ne peut pas se qualifier de l'opposition euh, vis-à-vis de ce pouvoir-là. On doit être en combat aux côtés du peuple pour que le peuple retrouve, exprime sa souveraineté, c'est-à-dire être dans la résistance active, de quelque manière que ce soit. Donc aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition, je pense qu'ils confortent l'existence même de la dictature au Congo. C'est pour ça que j'ai toujours été en désaccord par rapport à des partis qui vont dans de ce qu'on appelle les concertations, les dialogues, parce qu'avec ces gens-là, on ne dialogue Parce pas. qu'avec Avec ces ces gens-là, gens-là, on ne dialogue pas, Monsieur Boukadi, avez-vous dit. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez contribué au retour de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo? vous savez, je peux dire qu'on ne prête qu'aux riches. Si j'ai contribué au retour de Denis Sassou Nguesso aux affaires, je peux donc contribuer à son départ. Puisqu'on me prête cette force-là, donc je ne la nie pas donc, et donc cette même force, je peux la mettre à disposition pour faire partir Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas donner d'un côté et renier de l'autre. Si on me donne cette force-là de dire que j'ai contribué à son retour, tant mieux, mais qu'ensemble qu'ils viennent pour que ceux qui disent cela, nous puissions tout faire pour que débarquer Est-ce que le vous êtes pouvoir en train de PCT. dire que ceux qui le disent vous l'attribuent à tort, c'est ça? Ou c'est vrai ou c'est faux? Écoutez, moi je suis un démocrate. Moi, je sais qu'un homme politique, c'est celui qui est aussi honnête et clair, direct. C'est vrai ou c'est Je suis, faux? Vous avez contribué. je suis un démocrate. Je n'ai jamais contribué, je n'ai jamais été à un quelconque meeting, à une quelconque réunion où se décidait le retour de Denis Sassou Nguesso au Aux affaires Congo-Brazzaville. par les armes. Cependant, si on me dit que nous avons des amis communs en Occident, oui, nous avons des amis communs. Mais avoir des amis communs ne veut pas dire contribuer à. Voilà, c'est ce que les gens confondent. Ok, merci, Monsieur Boukadi. Alors, nous allons évoquer l'actualité du Congo-Brazzaville, marquée, comme vous le savez, par un débat sur les accords illégaux de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Vous suivez certainement l'évolution de ces débats que tente d'étouffer le gouvernement Anatole Coliné Makosso, qui a d'ailleurs tenté d'emballer avec lui ou d'entraîner, j'allais dire, la conférence des évêques du Congo. Ensuite, nous aborderons également la question de la sécurité totale au Congo-Brazzaville. Le Congo est-il encore un État? L'économie, la dette congolaise repart à 99% du PIB. Le Congo est-il encore ou aurait-il encore un avenir avec le pouvoir actuel de Brazzaville? Ensuite, nous chuterons sur quelques propositions. C'est toujours bien de critiquer, mais c'est mieux de proposer des solutions. Voilà pour ce qui va caractériser notre entretien tout à l'heure. Monsieur Boukadia, je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs que le Congo-Brazzaville et le Rwanda ont signé une série de 8 accords de coopération et de développement économique entre le 11 et le 14 avril 2022. Certains de ces accords n'ont jamais été adopté par le Parlement congolais. J'entends par là des accords de sécurité, des accords de cession de terres du Congo, Brazzaville au Rwanda. Mais à côté de ces accords, très opaques d'ailleurs, figurent également des accords sur
L'agriculture, disent-ils, au sens large, c'est-à-dire la pisciculture, la foresterie, pêche, tourisme et loisirs, développement industriel, économie numérique, zone économique spéciale, promotion immobilière, exploration et exploitation minière, infrastructure des transports, protection de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique, renforcement des capacités et planification stratégique et production statistique. Le tout sans appel d'offres. Quelle lecture fait le CDRC de ces accords? Et c'est énorme que de donner tous ces secteurs d'activité d'un pays à un pays étranger. Vous savez, non seulement je suis triste de constater qu'il y a ce type d'accord, que mon parti n'a pas eu vent. Vous savez, quand il y a des accords, tous les partis politiques, parce qu'ils représentent des portions de la population, sont informés officiellement. Vous les découvrez maintenant? Je les découvre. Je les découvre parce qu'on en parle. Oui. Et même si je ne suis pas au Parlement, mais il y a des parlementaires qui ne sont même pas au courant. Enfin, je sais Bon, qu'ils enfin, ils ne peuvent ne sont pas pas au être, courant simplement parce que finalement, ces accords n'ont jamais été ratifiés, n'ont jamais mais été tout simplement, ils ne implémentés. sont pas au courant parce que ce ne sont pas des parlementaires qui ont été élus, ils ont été nommés. Donc, on peut les mettre, on peut les rendre euh, Responsable sans alors? être au courant. Sans Bah, être au d'accord, courant. oui. Donc, puisque ce sont des passoires, ce sont des essuie-pieds. Bref, euh, non, je les découvre, et ce d'autant plus que la quasi-totalité de ces accords, il n'y a qu'un seul signataire. Un seul. Un seul, c'est-à-dire le Congo? Non. Le fils. Le fils de Denis Sassou Nguesso. Comment, dans tous les pays du monde, quand il y a des accords bilatéraux, il y a minimum trois signatures. La signature du président, la signature du premier ministre, la signature du ministre des Finances et de l'économie. Minimum. Parce que ce sont des accords qui engagent tout un pays. Comment se fait-il que au Congo, un seul individu signe des accords qui engagent tout un pays sur différents secteurs et des secteurs stratégiques? Est-ce que c'est, ce sont réellement des accords où finalement le Congo est passé sous la domination d'un autre pays, que nous sommes devenus euh, une banlieue de Kigali? Est-ce que c'est ça ce que j'ai cru comprendre? Et ce d'autant plus, et ce d'autant plus que M. Sassou ignore qu'il est chef de l'État et donc devrait faire mettre une grande distance avec son fils qui brade le pays. Quand on est chef de l'État, on n'est plus père. Or, apparemment, là, il est en train de privilégier la relation de père à fils. Quand on est chef Et d'État, on n'est plus père, c'est-à-dire, comment quand on est expliquer? chef de l'État, on teste sa capacité d'être père lorsque son fils fait partie du gouvernement. C'est le chef de l'État qui prend le dessus. Or là, M. Sassou ignore qu'il est chef de l'État. Et il laisse les caprices à un fils. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas élevé. C'est pour ça qu'il cède à toutes ces caprices-là. Et je rappelle que ce fils-là, du point de vue de la constitution de M. Sassou, qu'il a imposé au peuple congolais par la force des canons, avec un fleuve de sang, ce fils-là est illégitime. Ce Pardon, vous fils-là ne avez devrait même dit? pas être, fils-là ne devrait même pas être membre du gouvernement. Comment ça?
Ce fils-là est illégitime, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? parce qu'il est né d'une mère étrangère. Quand on est né d'une mère étrangère, on n'a pas la capacité de briguer ce qu'il est en train de faire. Et je pourrais lui retorquer, mais puisque sa mère est congolaise de la République démocratique du Congo, pourquoi il n'est pas allé signer des accords qui engagent les terres de sa maman? Pourquoi il engage les terres qui appartiennent au peuple congolais ou appartient à son père? C'est l'article 66 de sa constitution. Oui. Qui Cet dit, article 66-là ne lui permet pas. C'est pour ça que je me dis, est-ce que Denis Sassou Nguesso est conscient qu'il est chef de l'État? Oui, il ne l'est pas. en fait, vous êtes en train de dire que Denis Sassou Nguesso n'a pas la carrure d'un chef d'État, c'est ça? La manière dont il a donné ou il agit par l'intermédiaire de son fils montre qu'il n'a pas, il ne saisit pas ce que c'est qu'un chef d'État. Voilà. Un chef d'État euh, protège le patrimoine national. Lui, il ne le protège pas. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire, je pense que vous avez dû suivre ce film, de Katia, qui, qui raconte l'épopée de le tsar de toute la Russie. Quand son fils, il ne voit pas son père venir manger à midi, il demande à sa maman, mais papa, maman, pourquoi papa ne vient pas? Il dit non, mais ton papa n'est pas ici. Mais ton papa, quand il est au travail, c'est le tsar de toute la Russie. Ce n'est pas ton père. Et une fois, il a voulu aller rendre visite à son père. Les gardes l'ont stoppé net. Il a voulu forcer. Il a dit, si vous forcez, on vous tue dessus. On vous tire dessus. Et Ça, ce sont puis, les finalement, gardes qui ont dit au fils du tsar que si vous, vous insistez, on absolument, tire sur vous. on tire sur vous. Pour l'instant, papa n'est plus votre Ici, papa, votre père n'est pas. c'est le tsar de la Russie, oui. Voilà. Les gardes lui disent, votre père n'est pas ici. Il est reparti le soir quand le père rentre et il lui dit, mais papa, je suis venu vous voir. Je ne... Il a dit, non, vous ne pouvez pas me voir. Là-bas, je ne suis pas votre père. Je suis le tsar de toute la Russie. Et puis on me dit, mais il lui pose la question, mais les gardes, si les gardes voulaient me tirer dessus, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais ordonner qu'on vous tire dessus parce que vous avez failli Vous avez enfreint la loi ou aux règles. la loi est atteinte à l'autorité du tsar. Voilà la responsabilité d'un chef de l'État hein, qui protège la population, qui Et protège d'ailleurs, le c'est patrimoine. inscrit dans le serment que prête le président de la République lorsqu'il entre en fonction, oui. Protéger le patrimoine, protéger l'État, protéger les biens de la nation, oui. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, est-ce qu'il est conscient qu'il est chef de l'État? J'ai le droit d'en douter maintenant. J'ai le droit. Parce que les actes qu'il pose ne sont pas les actes d'un chef de l'État. Et vous le comparez avec qui ou à qui, à quoi maintenant? Un chef de village? Un chef de clan? Puisqu'il est en train de privilégier son clan. Vous voyez, vous savez que le commandement civil et militaire du Congo est quasiment 97-98% constitué par son clan. Hein. Donc c'est beaucoup Ça plus veut un dire, chef de clan qu'un chef de l'État, comme vous êtes en train de le dire. C'est ce que j'ai cru comprendre. je constate que ce soit le commandement civil, que ce soit le commandement militaire, c'est-à-dire les directeurs généraux, les directeurs centraux, tous ceux qui s'occupent de haut commandement militaire, ainsi de suite, c'est de son clan. Et quand un individu nomme pour tout un pays les membres de son clan, il cesse d'être chef de l'État, il devient un chef de gang, c'est-à-dire le gang qui est son clan. Alors donc je retiens que Denis Sassou Nguesso c'est un chef de gang. Bon, ok. Alors donc nous étions en Non, train de parler. je dis Oui. ceci, du fait
qu'il est, il a transformé les forces armées congolaises en milices tribales de son clan, il met en avant la responsabilité d'être plutôt chef de son clan que chef de l'État. C'est ce que je dis. Et donc, comme et par extension, il ne peut plus, il n'a plus la dimension. S'il avait la dimension de chef de l'État, il savait que le propriétaire terrien des terres du Congo, c'est le peuple congolais. Il n'aurait pas agi comme ça. Mais il considère que le Congo, c'est son clan, et donc il agit comme ça. Voilà ce que je dis. Merci, monsieur Modeste Boukadia. Alors, tel un criminel qui revient toujours sur la scène de crime, Denis Sassou Nguesso vient encore là de créer une crise majeure dans le pays et tout le monde est en train de le constater. Ces accords violent de manière délibérée la constitution congolaise. On ne va pas revenir sur les articles qui ont été violés, mais tout le monde le sait. Mais en plus d'avoir rappelé que ces accords n'ont jamais fait l'objet d'une ratification au niveau du Parlement congolais. Et donc, on peut penser qu'il a créé une autre crise, mais une crise majeure. Et nous savons généralement comment ça se termine au Congo. Ça nous rappelle un peu la crise d'octobre 2015. Comment en sortir? Vous savez, dans un pays, quand il y a une telle crise, les hommes politiques doivent se hisser à un certain niveau pour pouvoir éviter le pire. Et j'espère que nous arriverons à éviter le pire. Mais je constate que Denis Sassou Nguesso se met à, au lieu de chercher des solutions, aggrave la situation en impliquant les prélats dans, dans cette affaire de cession des terres. Et nous savons très bien que les prélats, ce sont des personnes, des des personnalités morales qui apaisent le pays, qu'on ne doit pas entraîner dans des tumultes. Et là, lorsque les prélats ont su qu'il y avait des sujets d'inquiétude dans la population, ils ont sollicité une audience à Denis Sassou Nguesso, qui, ne voulant pas être en contradiction avec les prélats qui devaient leur expliquer que on ne touchait pas au patrimoine commun de la République, il a préféré envoyer, euh, il a téléphoné à son homme à tout faire, à Anatole Coliné Makosso, de recevoir les prélats. Et il a instruit Anatole Coliné Makosso de ce qu'il devait dire aux prélats. Et en lui donnant mention de ce qu'il devait leur donner comme document. Tout en Et cachant quand les autres documents. je ne sais pas s'il a caché les autres documents. Moi, Oui, mais je parce vous que, non, relate. non, mais je le dis simplement parce que les évêques nous ont dit dans leur communiqué, ils ont examiné 5 accords. Mais nous savons que la série dont je venais de parler tout à l'heure, du 11 au 14 avril 2022, c'était une série de 8 accords. Et là, on n'a Et, présenté que 5. Ça veut et, dire que 3 autres accords ont été voilà, cachés. et par la suite, les prélats, hommes d'église, de bonne foi, en tout cas, je ne pense pas que ce sont des politiques qui sont susceptibles d'arranger la vérité. Je ne pense pas. Donc, les prélats de bonne foi sont allés rendre compte à la population, comme le ferait des Nzonzi de chez nous,
quand vous allez à un mariage, vous avez un zonzi qui parle au nom de tout le monde. Et là, le peuple a constaté qu'on avait dupé les Nzonzi. Et alors, On le a dupé peuple, les Nzondi ou bien parce que les Nzondi ont voulu se faire duper eux-mêmes? non, je pense qu'on a dupé les Nzonzi. Le Nzonzi n'invente rien. Le Nzonzi, quand il vient, il dit exactement ce qu'on lui demande de dire. Hein, vous ne pouvez pas, même les avocats n'inventent rien. Les avocats disent ce que leur client leur dit, demande de dire, voilà, il faut parler comme, voilà la défense que vous devez prendre, ou voilà les arguments que vous devez apporter. Donc, les non-zonzi, là, les prélats, ils ont rendu compte de ce que on leur a dit. Et quand ils ont fait le compte rendu au peuple, le peuple leur a dit, ah non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, vous, le Nzonzi, repartez de là, vous venez en disant, vous nous avez menti, vous avez bien vendu les terres. Ça, c'est la réalité. En fait, Bon, vous êtes en train de maintenant, nous dire, monsieur Modeste Boukadia, les Nzondi, comme vous le dites, bon, pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est que les Nzondi, bon, il y a aussi des Africains qui nous suivent. En fait, je prendrai l'image des médiateurs. C'est comme ça en français, non? les médiateurs, Voilà, ceux bah, en fait, le médiateur, parce que les évidemment, médiateurs, ils ont fait la médiation, parce qu'il fallait venir dire ou aller dire au peuple de Dieu ce qu'ils se sont convenus avec le gouvernement congolais. Mais comme qui dirait, le médiateur n'est jamais coupable, en fait. Lui, le il ne fait que médiateur n'est jamais transmettre coupable. le message. Le médiateur n'est jamais coupable. Comme on dit chez nous, Nzonzika Bouakambanga. Oui, évidemment, c'est la traduction qu'on peut donner. Le médiateur n'est Voilà, jamais donc coupable. ils ont dit repartez là où on vous a donné, où on vous a menti, leur dire que nous, peuple, nous ne sommes pas d'accord. Et donc, c'est à Anatole Coliné Makosso de dire à celui qui lui a téléphoné que le peuple n'est pas d'accord et que le peuple sait que les terres ont été vendues. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Mais si le peuple sait que les terres ont été vendues, cédées, autorisées, bon, là encore, c'est un faux débat, c'est une distraction. Mais dans le peuple, il y a également les prélats. Comment eux, ils ne savaient pas que les terres avaient été vendues? Non, en tant que médiateur, il ne peut pas prendre euh, Position ou position. voilà, ouais. Ah, il faut qu'il soit neutre. C'est pour ça que je pense que le débat, l'erreur qu'il y a des prélats, c'est d'avoir accepté de rencontrer Anatole Kolinemakos. Ils avaient demandé audience à Denis Sassou Nguesso. Il fallait qu'il reste inflexible là-dessus. C'est le reproche qu'on peut leur faire. Mais je dirais que la rencontre en tant que telle ne suffit pas pour, évidemment, dire que le médiateur n'est jamais coupable. Après la rencontre, il y a eu un communiqué et les prélats ont signé ce communiqué comme pour valider, pour dire que ce que nous avons vu, ben, finalement, ils ont raison, que le gouvernement a raison. C'est là où le peuple de Dieu, évidemment, les Congolais reprochent aux évêques Oui, d'avoir été imprudents. Ils ont oui, peut-être. signé, mais non seulement qu'ils ont signé le communiqué, la conclusion de ce communiqué est claire là-dessus. Quand Oui, ils mais disent ne cédez pas à la provocation, par exemple, n'écoutez pas en un mot les oiseaux de mauvais augure, préservons la paix, la tranquillité des esprits. Et là encore, les questions qui remontent très vite, c'est que les Congolais se disent, mais attendez, qu'est-ce que les prélats appellent par la paix, par la tranquillité des esprits dans un pays où on n'a rien à manger, rien à boire? L'électricité n'y est pas, pas de santé, pas de structures de santé adéquates, l'éducation à terre. Qu'est-ce que les prélats appellent par la tranquillité des esprits, puisqu'ils en appellent à ne pas troubler les esprits ou de garantir la paix de... Voilà. oui, je comprends. Mais je pense que là,
c'est l'esprit des prélats. Vous savez, ce sont des gens qui sont habitués à de la rhétorique. Oui. Et donc, ils pensaient que il fallait atténuer les choses tout en reconnaissant de manière implicite, ah, vous savez, bon, nous on a rendu compte, mais c'est à vous de savoir décortiquer ce qu'il y a. En fait, euh, ils ont donné ça au peuple, mais le peuple, ils savaient que le peuple ne serait pas dupe, ne serait pas dupe, parce que en tant qu'autorité morale, il leur est impossible, il leur est difficile de mettre de l'huile sur le feu. Donc, ils ont trouvé des mots pour pouvoir atténuer leur implication dans la duperie. Voilà. Donc, mais le peuple a bien compris que le curé, les prélats étaient en train de leur dire, on nous a roulé dans la farine, mais vous, vous ne vous faites pas rouler dans la farine. Ah bon, Voilà mais ce que dans les tous les cas, curés, monsieur Modeste Moukadia, oui, on a beau les disculper, c'est plutôt comme vous avez dit tout à l'heure, Nzonzika, Bouaka, Mangala, c'est ce que vous avez dit. Donc, oui, le absolument. médiateur n'est jamais coupable, mais honnêtement parlant, quelle est, selon vous, bien entendu, la responsabilité de ces prélats? Vous pensez qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui s'est fait là? La responsabilité première repose à Denis Sassou Nguesso qui a créé cette situation. C'est la responsabilité première qui compte. C'est Denis Sassou Nguesso qui a cessé d'être chef de l'État et qui a qui laisse faire son fils, je ne sais pas ce qu'il y a, à commettre des crimes euh, contre le peuple congolais, à commettre des crimes contre la nation en puissance. C'est ça la vraie responsabilité. Il ne faut pas léguer la responsabilité si vous envoyez un gamin qui est incapable d'aller puiser de l'eau dans une source et qui casse la calebasse, ce n'est pas la responsabilité de celui qui confie la calebasse. Et donc, la responsabilité aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso qui est censé être le chef de famille, mais qui ne joue pas son rôle de chef de famille. Il Et là, on divise la parle, famille. oui, là, on parle d'une crise modeste Boukadia, une crise majeure, il faut le dire comme ça. Et à en croire tous les éléments qu'on peut recouper, c'est une crise volontairement créée. Oui, bien sûr, personne n'est dupe là-dessus. Personne n'est dupe. Et Et l'intérêt, vous c'est savez, quoi de créer une telle crise? mais vous savez, il est en train de penser, je crois, en 2026. 26. Il a toujours procédé ainsi. Mais vous savez, monsieur Christian Perrin, aujourd'hui, cette affaire-là euh, ne va pas s'arrêter. Vous voyez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les, les élèves d'un lycée symbole, les élèves du lycée de 5 février, c'est-à-dire qui rappellent la prise de pouvoir de Denis Sassou Nguesso en 1979, qui enlèvent, qui descendent le drapeau du Congo pour mettre le drapeau noir, qui disent que Après l'armée, c'est eux. notre avenir est noir, il est bouché. Quand vous prenez des jeunes aujourd'hui qui chantent, et quand vous prenez des jeunes qui disent que, pour contrebalancer le discours de Denis Sassou Nguesso, que 2024, c'est l'année de la jeunesse, qui disent 2024, c'est l'année de la souffrance. Quand vous prenez des jeunes qui font des discours qu'aujourd'hui, la responsabilité première de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est que le feu a commencé à prendre. Vous savez, parce que je pense qu'on va y arriver. Vous savez, il y a quelque temps, les Congolais ne parlaient pas. Ils courbaient les chines. Mais aujourd'hui, ils ne courbent plus les chines. Ils sont en train de parler. Ils lèvent la tête, oui, c'est Rien, vrai. rien nous dit
que s'il y a une brutalité quelconque, tout le monde ne serait pas dans la rue. Mais on sait, quand le peuple commence, on ne sait jamais où ça finit. C'est pour ça que quand je vois une milice avec des écussons du Congo qui défilent là, les Kuluna, ça s'appelle les Biamba Koko. C'est-à-dire le pouvoir commence à avoir peur, alors il montre, ah non, nous sommes encore là avec des militaires qui défilent dans les rues. Ça ne marchera plus. Ça ne marche plus. Personne ne peut plus croire à ça. Donc je crois que aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, puisque le peuple lui a dit que nous ne sommes pas d'accord que notre patrimoine soit imputé. Les terres appartiennent au Congo. Ce ne sont pas les terres du Sud, ce sont les terres du Congo. Et rien ne dit qu'aujourd'hui, ça on connaît que c'est une partie du patrimoine du Sud qu'ils ont vendu. Et dans le Nord, il se pourrait aussi qu'ils ont vendu une bonne partie là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je suis fier de ce peuple-là, parce qu'il a compris qu'on les a dupés. Et aujourd'hui, c'est unanimement que le peuple dit non. Et quand un peuple dit unanimement non, il y a lieu que les politiques accompagnent ce peuple-là. Il n'y a Alors, pas lieu, il n'y a pas lieu que les politiques disent au peuple descendez dans la rue. Il y a lieu que les politiques accompagnent le peuple. C'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui dit ce qu'il veut. Et personne ne peut empêcher le peuple parce que c'est lui qui détient le pouvoir. voilà, personne ne peut empêcher le peuple parce que c'est lui qui détient le pouvoir. Mais lorsqu'on revient sur ces accords, je vais un peu, quand on essaie de regarder aussi ce qu'ils représentent comme menace pour le Congo-Brazzaville, parce que dans ces accords, surtout de cession de terre, on a cédé même les zones frontalières par exemple, les deux Congos sont disons, les capitales les plus rapprochées, Kinshasa et puis Brazzaville. Et curieusement, on a cédé une partie, c'est le cas par exemple de Maluku, il y a aussi Mindouli et d'autres, bien sûr, alors que la loi foncière du Congo interdit de céder ces zones ou de vendre ou d'attribuer ça aux étrangers. Mais nous savons également que le nouveau partenaire, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso son fils, c'est le cas de le dire parce que le Congo n'a pas encore ratifié ces accords, donc ça ne concerne pas le Congo. Alors, donc, Denis Sassou Nguesso et son fils Christelle Denis Sassou Nguesso sont allés vendre ces zones, sachant que de l'autre côté, il y a déjà un conflit avec le nouveau partenaire qu'ils sont allés chercher. Du coup, après, on se pose la question, est-ce que quand ils vont s'installer même si c'est sur le plan économique, mais est-ce que ça ne sera pas interprété comme étant, disons, le Congo contribuant bien sûr à l'effort de guerre pour le Rwanda, qui est déjà en conflit avec la RDC? Je voudrais souligner que là, vraiment, je me pose la question de savoir s'ils ont des conseillers. S'ils ont des conseillers. Euh, L'accord cadre, dans sa définition fondamentale, c'est un instrument financier, exactement comme une lettre de crédit. Vous avez une lettre de crédit, vous signez un marché de fourniture d'ordinateurs, bon, donc ainsi de suite. Donc l'accord cadre, c'est la même chose. Moi, j'aurais bien voulu que Denis Sassou Nguesso dise à son homologue Paul Kagame, tu as besoin de piment, moi je vais te fournir du piment. Mais il fait travailler les Congolais sans céder les terres. Ça peut rentrer dans l'accord cadre. Mais C'est-à-dire cet accord, demander à Paul Kagame de lui communiquer ses besoins et produire cela au Congo avec les Congolais, fournir après au Rwanda, c'est ça. C'est ce que vous voulez absolument, dire. absolument. Ça, c'est l'accord cadre. Mais sans pour autant que les Congolais viennent au Congo.
Les Rwandais pardon, plutôt. les Rwandais viennent au Congo, sans pour autant que les Rwandais revendiquent les, 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 les titres fonciers. Mais c'est le gouvernement congolais qui demande aux Congolais de produire de manière exclusive pour le Rwanda. Ça, je le comprendrais. Mais or là, nous entendons d'ailleurs dans ce reportage, que je suis d'ailleurs obligé de proposer encore à nos téléspectateurs, question de remettre un peu tout le monde dans le contexte. Suivez d'abord le reportage et je vais vous poser la question bien après. Suivez. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Bien voilà, monsieur Modeste Boukadia, vous venez sur avec moi. Alors là, on entend donc les Rwandais dire qu'ils ont visité donc les deux terrains, dont la superficie est de 980 km², et les terres fertiles. Ils précisent les terres fertiles. Ils vont y planter donc du piment, du maïs, du soja, comme ils disent ça. Ensuite, ça leur permettra d'alimenter le Rwanda. Et le reste, ils vont exporter en profitant du port autonome de Pointe-Noire. Je crois qu'il y a un problème là. Oui, effectivement, il y a un véritable problème, puisque, vous savez, l'histoire nous enseigne toujours. L'histoire nous enseigne toujours. L'histoire du Kosovo a commencé ainsi. Il y avait les Albanais qui étaient partis en Yougoslavie, dans la région du Kosovo. Ils ont été bien reçus. Et puis, quelque temps après, ils ont inventé qu'ils étaient maltraités. Et puis, finalement, la communauté internationale s'en est mêlée. Et on a eu ce qu'on appelle la balkanisation avec la création, la dislocation de la fédération de Yougoslavie. C'est ce qui va arriver quand les Rwandais seront sur place. Si jamais ces accords-là soient ratifiés. Si les Congolais ne sont pas d'accord, s'ils attaquent les Rwandais, ils vont dire quoi? La communauté internationale va envoyer des gens pour venir les séparer? Et dans le même temps, il Mais faut signaler que derrière le Rwanda, c'est aussi la communauté internationale. On sait qu'il y a Londres, les États-Unis, la par France. contre, par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre dans, dans, dans la logique de M. Paul Kagame, il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux génocides au Rwanda. Il y a eu le génocide des Hutus et il y a eu le génocide des Tutsis. Et ils sont dans... C'est un pays qui n'a pas suffisamment de kilomètres carrés de superficie pour une telle population qu'ils ont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Paul Kagame prend sa propre population
Il l'envoie en RDC où ils font la guerre pour pouvoir s'installer là-bas. Il envoie une autre partie au Congo-Brazzaville où forcément il y aura une guerre plus tard. Mais pendant ce temps, M. Paul Kagame Reçoit les réfugiés, reçoit les des migrants. Afghans, des Blancs, reçoit des Blancs pour remplacer sa population au Rwanda. Il reçoit des Blancs masculins, c'est-à-dire les hommes. Ces hommes qui viennent sans femmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'abattre sur les Rwandaises. Et dans 15-20 ans, les enfants issus des Afghans, ce sera des Afghans qui vont dire aux Rwandais, c'est notre terre. Donc, la politique de Paul Kagame, après le génocide de Hutu en 72, je crois, après le génocide de Tutsi en 94, après l'assassinat de deux présidents par l'attentat de l'avion présidentiel, son objectif est de remplacer les Rwandais par les Afghans. Ça, c'est son objectif, d'être finalement le Savorgnan de Brazza, le Stalin, le Savorgnan de Brazza des Italiens, des Français, et le Stalin pour les Anglais, pour coloniser de nouveau l'Afrique. Alors que, semble-t-il, l'Afrique est en retard. L'Afrique n'arrive pas à jouer, d'être partenaire efficace de l'Occident parce que c'est la colonisation française qui nous empêche, semble-t-il, d'être performants, parce que, semble-t-il, c'est l'esclavagisme qui nous affaiblit, mais M. Paul Kagame accepte que nous soyons de nouveau colonisés par les Blancs, notamment par les Anglais, par les Français, par les Américains, alors que nous pouvons signer des accords de partenariat qui seraient rentables. Puisqu'aujourd'hui, l'Occident qui fait, qui est en train d'être en proie avec une crise qu'il n'arrive pas à résoudre de la croissance, l'Occident a des machines-outils. Et l'Afrique a besoin de machines-outils là. Pourquoi nous ne créons pas, pourquoi Paul Kagame ne crée pas de contrats de partenariat pour de faire remplacer sa population de Rwandais par les Afghans? C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui a savamment lutté pour arriver au pouvoir, après 2 génocides, des présidents assassinés, dit à sa population, allez faire la guerre en RDC, allez au Congo, où vous allez faire la guerre, on va vous tuer. Moi, dans le petit territoire que j'ai, je vais mettre les Afghans. C'est ce que je n'arrive Alors, pas à comprendre. oui, monsieur Modeste Moukadia. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, en dehors de ce que vous venez de développer tout à l'heure, puisque vous parliez des accords économiques, pour vous, il aurait été beaucoup plus intelligent pour le Congo-Brazzaville de proposer plutôt les services, j'allais dire, l'expertise congolaise en termes d'agriculture pour alimenter le Rwanda que d'aller chercher le Rwanda qui n'a d'ailleurs pas une expérience en matière d'agriculture, ça a été démontré. Et les Congolais savent bien faire l'agriculture, mais en plus, curieusement, ce sont les zones où il y a ces peuples, j'allais dire, des agriculteurs qu'on a cédé finalement, les terres qu'on a cédées au Rwanda. Je pense un peu à la Bwanza, le Poul, le Niari, là où, voilà, ce sont Peut-être, ces zones. peut-être, monsieur Perrin, monsieur Sassou ne se souvient pas que le Congo était un pays de transit. Il a oublié ça? Pourquoi il était un Faites-le pays de lui transit? rappeler. Pourquoi il a été un pays de transit?
Et il oublie que le Congo alimentait tous les pays de l'Afrique centrale en termes d'agriculture. Il oublie que le Congo a été le pays le plus scolarisé de l'Afrique. Donc, moi, je pense, c'est pour ça que je me posais des questions. Est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste de remplacer les Congolais, à l'instar de Paul Kagame qui veut remplacer les Rwandais par les Afghans? Et M. Sassou veut remplacer les Congolais par les Rwandais. Donc, pour vous, c'est une stratégie de grand remplacement, c'est ça? Cela se Ça tient. s'apparente à cette politique. Ça se tient. Ça se tient. Alors, monsieur, Et l'on peut documenter là-dessus. L'on peut documenter. Parce que, prenez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y a les Kanaks, il y a les Caldoches. Vous savez, les Caldoches, c'est les prisonniers que la France avait envoyés là-bas qui ont fait des enfants et puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils ont voulu avoir la tentation d'écarter les Kanaks. Hein? Mais vous savez, quand les gens qui envahissent un pays finissent toujours par avoir le dessus sur les autochtones. Quand dans un marigot, dans un étang, où on fait rouir le manioc, hein, les bandas, il y a l'Umfulu. Hein, et quand vous amenez les autres poissons, l'Umfulu devient étranger dans son propre banda. Hein? Donc, on est en train de nous préparer en cachette un remplacement. Hein? ben, mais dans tous les cas, le Parce peuple a que toujours... oui. quand il va y avoir la guerre, la communauté internationale viendra toujours dire « Ah non, les Rwandais qui sont au Congo ne sont pas nombreux et c'est une minorité, il faut les défendre. » Surtout que M. Paul Kagame a fait de son génocide des Tutsis une arme pour terroriser les Occidentaux en lui disant c'est votre faute. Mais ce ne sont pas les Occidentaux qui sont allés assassiner, qui sont allés faire le génocide là-bas. Hein? Donc ça risque d'être comme ce qui s'est passé au Kosovo. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, de toute façon, le peuple congolais aura donc le dernier mot. Nous n'avons plus assez de temps. On va passer donc aux deux autres volets qui nous restent, mais le plus rapidement possible. Commençons par l'insécurité presque totale au Congo-Brazzaville, des phénomènes que les Congolais n'avaient jamais connus, n'avaient jamais imaginés. Aujourd'hui, on peut découper des êtres humains en public. Euh, ben voilà, et tout ça dans un pays supposé avoir les services, ou disons les forces de l'ordre, puisqu'il y a la police, la gendarmerie, il y a aussi l'armée. Et curieusement, on assiste à des scènes qui nous font penser que finalement l'État n'existe plus au Congo-Brazzaville. Quelle analyse vous impose ces phénomènes qui sont tout à fait nouveaux pour les Congolais en plus? Oui, mais c'est voulu et ça a été créé. C'est voulu. Voulu et créé, c'est-à-dire? C'est une volonté de pouvoir en place, euh, de, 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 de gouverner par l'insécurité. Les bébés noirs et le Koulouna, c'est une création du pouvoir. Hein. Vous affirmez carrément c'est une création du pouvoir. C'est une création du pouvoir. C'est une création du pouvoir. Si c'était pas L'objectif, une c'est création, quoi? Maintenir la terreur dans la société, c'est ça? bien sûr. Comme ça, dès que le peuple veut dénoncer, eh ben, on envoie ce que vous dites là, on égorge quelqu'un, la police n'agit pas, et pour cause, il n'agit pas.
parce que ces gens-là travaillent ensemble avec la milice privée du pouvoir. Oui, mais est-ce que Puisque c'est... la police, la gendarmerie et soi-disant l'armée, je le rappelle, le haut commandement à 97%, c'est le même clan. C'est une milice à qui on a donné les uniformes avec les cuissons du drapeau du Congo pour montrer que c'est une armée. Au fond, c'est une milice tribale. C'est une milice clanique. Oui, mais Il n'y a pas d'armée au comme vous Congo. avez dit tout à l'heure, ce que vous pensez, et comme j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est pour maintenir la terreur dans la société, disons au Congo, pour effrayer tous ceux qui ont voilà, des idées par exemple, de revendications sociales. Mais je pense que la stratégie a échoué puisque finalement, même lorsqu'on les brûle vifs, on les décapite vifs, vous verrez bien qu'autour, il y a tout le public qui assiste, qui n'a plus peur, finalement, qui s'est habitué. Donc, ça ne peut plus faire peur à quelqu'un. Ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, puisque j'ai vu un film de propagande du pouvoir, où on montre des gens en uniforme qui crient Kuluna, attention. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, les bébés noirs et le Kuluna, lorsque vous portez des cheveux longs comme les miens, on vous attrape, on vous met en prison. En fait, ce sont les bébés noirs. On les met en prison pour les reconditionner, pour les officialiser, pour les faire rentrer dans les effectifs. Comme ça, ils peuvent Agir mater la avec population. voilà, la protection Voilà. de l'État. Voilà. C'est ça ce que ça passe. Parce que l'État n'existe pas. Parce que si vous dites que l'État existe, ça ne devrait pas exister. Et le fait que on tue des gens et que avec une impunité, ça veut dire que l'État n'existe pas et que l'insécurité qui est là est volontaire. C'est une création du pouvoir. Il faut pas se leurrer. Heureusement que la population ne se laisse pas compter. Aujourd'hui, la population parle, malgré tout ça. C'est pour ça que je dis, cette publicité, cette vidéo de propagande où on voit des militaires crier sur les Kuluna, ça s'appelle faire de les Bipambakoko. Le pouvoir a peur. Et il se dit, ah non, mais nous allons quand même montrer que si le peuple se met debout, nous serons là. C'est faux. C'est fini, ça. C'est pour Oui, ça que mais je dis il y a aussi aujourd'hui, un aspect très important à relever quand même. On n'a pas compris que ces bébés noirs, entre guillemets, aient tout de même le courage d'aller attaquer les postes de police. C'est même un poste de la garde républicaine qui sont allés attaquer. Après, on se dit, bon, finalement, ils ont un pouvoir, ils sont maintenant, ils se croient déjà au-dessus même de l'armée, si tant est qu'elle existe encore au Congo-Brazzaville. c'est possible, mais rien ne me dit, et ça, je prends cette liberté-là. Rien ne me dit pas que ce n'est pas un montage pour dire, ah non, ce n'est pas nous qui les avons créés, la preuve, ils nous attaquent. Vous savez, le système PCT est très vicieux. Hein? Attaquez-nous, comme ça on va dire. C'est comme on dit, mais présentez, faites des élections avec soi-disant, bon, il y a tel candidat. Ah non, mais il y a la démocratie, au fond, il n'y a rien. Alors, vous êtes Il président faut, du CDRC, monsieur Modesto Boukadia, vous êtes un politique chevronné, c'est vrai, nous disions au début de cette émission, la critique est aisée, mais alors il faut peut-être des propositions. Que faut-il faire pour arrêter ce phénomène qui effraie tout de même les populations, parce que finalement, plus personne ne se sent en sécurité au Congo-Brazzaville, plus personne. À n'importe quelle heure, on peut vous attaquer, et voilà, on peut vous éliminer. Après, il n'y a pas de procès non plus. oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'État. Sinon, il y aurait des procès. Et qu'est-ce Non, qu'il faut bien faire? sûr, Qu'est-ce qu'il faut bien faire? sûr, bien sûr, il y a des solutions. Les solutions existent. Et aujourd'hui, euh, le peuple lui-même est en train de dire, nous voulons un changement. Le peuple est debout là. Donc notre volonté, nous, politiques, de tous les bords, c'est d'accompagner le peuple. Et je suis sûr que, en dehors de ceux qui ne veulent pas apparaître comme faisant partie de la milice du pouvoir,
L'armée est avec le peuple. La police est avec le peuple. La gendarmerie est avec le peuple. Donc, que ces corps-là accompagnent le peuple qui reprend sa souveraineté. Sinon, on ne verrait pas les jeunes gens dire, parler avec ce que nous venons d'entendre, ce qu'ils font. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai proposé, c'est le moment parce qu'aujourd'hui, tout est possible, monsieur Perrin. Aujourd'hui, tout est possible. Il y a deux choix. Où nous allons au niveau de l'Union nationale. Alors, on va construire dans la sérénité. Oui, Ou alors, il va... sous quelle forme entrevoyez-vous tout ça? Et puis, je vais vous laisser d'ailleurs conclure puisqu'on est à la fin de l'émission. Bon, quant au volet économique, ça, on va reléguer ça à une prochaine interview qui va intervenir d'ici là, probablement dans une semaine. Alors, donc, je vais vous laisser conclure. Vous étiez en train de parler, de faire des propositions, bien sûr. Vous parlez de l'Union, c'est ça? Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, vu la situation du pays, il y a un choix à faire. Soit nous allons vers l'union, et c'est pour ça que j'appelle à la constitution d'un grand rassemblement qui va mettre en place une force commune vive qui arrivera à une table ronde, et de cette table ronde, nous allons donc prendre les décisions pour mettre en place des institutions nouvelles qui garantissent les droits des uns et des autres, mais surtout qui apportera les solutions immédiates. Dans 100 Oui, jours, mais il lorsque vous faudrait dites que... les solutions immédiates, dans quelle période vous projetez là? Parce que là, ça urge. Les Congolais n'en peuvent plus là. Ils sont mais vraiment dépassés. C'est ce que je dis. J'ai dit que aujourd'hui, tout est possible. Donc, celui qui a la solution aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. Ou ça, à ce moment-là, s'il va vers l'apaisement, c'est-à-dire d'arriver à un compromis politique historique, on lui reconnaîtra ça. Mais si le peuple tel qu'il est fatigué là s'exprime, ben, on ne parlera plus de Denis Sassou Nguesso. Tout ce qu'il a construit, puisqu'il a fait la guerre, et je rappelle qu'un général ne gagne que 3 fois la guerre. C'est-à-dire, Un général qui fait la guerre, il ne gagne que 3 fois. Voilà. vous êtes en train de dire il a déjà gagné 3 fois et là, s'il engage encore. Donc si jamais le peuple est dans la rue, on ne parlera plus de Denis Sassou Nguesso, on ne parlera plus de boulevard, on ne parlera plus de ces immeubles qu'il a construits, ça va être détruit. Et même eux-mêmes, ils seront détruits. Parce que quand le peuple se met dans la rue, il est difficile de savoir où ça s'arrête. Et en même temps, il met en danger ses partenaires. Parce que si jamais le peuple est dans la rue, vous pensez que les intérêts français seront menacés. Hein? C'est comme un tsunami qui emporte tout. Bien sûr. C'est pour ça que la solution, si tant est qu'il veut perdurer et qu'il veut avoir un repos pour aller vers les mannes dans la tranquillité, puisqu'il veut être enterré de manière tranquille, la seule voie, c'est d'aller vers l'Union nationale, vers un compromis politique historique et qu'on mette en place la table ronde qui va aplanir toutes ces choses-là. Dans le cas contraire, vous pensez là à une nouvelle conférence nationale, c'est ça? Cela viendra dans la période de transition. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions au peuple dans les 100 jours à venir et nous mettrons en place une période de transition de 5 ans. Et dans cette période de 5 ans, nous ferons une conférence pour voir quelles sont les conditions, qu'est-ce que nous devons
faire dans tant de temps, en court et moyen terme et en long terme. Mais d'abord, il faut apporter des solutions immédiates aujourd'hui aux jeunes qui sont en train de s'impatienter. Et lorsque vous Quand un, parlez de transition, Monsieur Boukadia, une transition avec un président ou une transition sans président, ou sous quelle forme? je dis ceci, c'est à M. Sassou de nous amener à la tranquillité publique et donc de faire un compromis politique historique. C'est ça ce que je dis. Ça, c'est la voie la plus royale qui permette à tout un chacun, pour ne pas être dans un désarroi, dans dans des situations difficiles. Mais quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas à faire ça, le peuple est déjà debout et les hommes politiques doivent être aux côtés du peuple, doivent accompagner le peuple. Ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas le peuple qui doit accompagner les hommes politiques. C'est le peuple, ce sont les hommes politiques qui doivent accompagner le peuple. Et nous avons et dans 100 jours, je vous le garantis, nous avons des compétences, nous avons des ingénieurs, nous avons des financiers. On a, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, au niveau de la diaspora, il y a des compétences extraordinaires dans tous les pays du monde. Et ces compétences-là se mettront à travailler. Et je vous garantis, au bout de 100 jours, on s'en sort. C'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. En son jour, le Congo peut encore rebondir. Alors donc, c'est par là que nous allons mettre donc terme à cette interview, à moins que vous ayez un autre petit message à l'endroit beaucoup plus de la jeunesse, parce que vous avez longtemps parlé des politiques et autres, mais un mot pour la jeunesse congolaise qui vous suit. Oui, je disais ceci que le peuple, longtemps, on nous a divisés. Longtemps, on a cru qu'on était faible. Longtemps, on nous a bâillonnés. Aujourd'hui, la jeunesse est le moteur qui doit faire vibrer le Congo. Et c'est à la jeunesse, aujourd'hui, qu'incombe la responsabilité de redonner de la force à ce pays que nous aimons tant et tous, qui est notre patrimoine commun. Il n'est point nécessaire aujourd'hui d'avoir de nouveau des drames. Ce que je dis à la jeunesse, le Congo vous appartient. Nous sommes le pont, comme tous les partis politiques, avec la mise en place de rassemblements que nous avons commencé à consulter, de telle sorte que tout ce monde-là, nous soyons ensemble avec vous pour que le Congo redevienne un et indivisible. Nous avons besoin de l'unité de tout le Congo. Il faut maintenant mettre fin à ce qu'on nous disait sur le tribalisme. C'est une invention. Le Congolais n'est pas tribal. Le Congolais est fondamentalement solidaire les uns aux autres. Et c'est de ça que je demande à vous, les jeunes. Emmenez-nous là où vos rêves vous poussent à nous amener. Nous vous suivrons là où vous voulez nous amener. Mais soyez sûrs sans crainte que nous allons mobiliser toutes les ressources dont nous disposons au niveau international et au niveau local pour que le Congo soit en paix. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse. Vous êtes l'avenir, vous êtes la force et c'est vous qui ferez le Congo de demain.
Monsieur Boukadia, en un mot, oui ou non, nous savons que dans les années 60, il y a eu des partis politiques, évidemment, mais qui avaient finalement formé la jeunesse. Tous les événements qui ont changé ce pays, le Congo-Brazzaville, bien entendu, c'est bien la jeunesse qui était au devant de la scène. Mais il se trouve que depuis pratiquement 40 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, les partis que vous avez dirigés, pas seulement vous, je m'adresse ici à tous les chefs des partis de l'opposition, par exemple. Curieusement, sur les 40 ans, on a vu une jeunesse plutôt amorphe. Est-ce parce qu'il a manqué de formation? Est-ce parce que les partis n'ont pas fait leur travail? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier que pendant 40 ans, que la jeunesse congolaise n'ait pas pu prendre la décision qu'il fallait pour arrêter, stopper net ce que le Congo vit aujourd'hui? Avez-vous D'abord, échoué quelque part? Oui ou non? non, mais il faut dire que nous avons connu une période, ce que l'on appelait la GMNR et l'UGC. Malheureusement, cette jeunesse a été formatée par une devise qui s'appelle tenir servir. Cette jeunesse n'a pas été habituée à réfléchir, à rêver. On réfléchissait à sa place et lui, il exécutait. Et aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce que vous voyez. Pourquoi je disais qu'au Parlement, ce ne sont pas les parlementaires, ils sont nommés. Ce sont ces jeunes-là, des pionniers servis. Mais quand il y avait une jeunesse militante, cette jeunesse-là a fait bondir la République. Et aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là à qui je m'adresse, celle qui, qui revendique ses droits, celle qui parle. Parce que quand la jeunesse parle, l'évolution est possible. Quand la jeunesse parle, le progrès est possible. Quand la jeunesse parle, le développement est possible. Et c'est pour ça que je dis que les hommes politiques doivent accompagner le peuple. Parce que quand le peuple s'exprime, forcément, il y a un progrès qui se profile à l'horizon. C'est pour ça que j'ai foi, j'ai confiance que le peuple saura où il doit nous mener. Ce n'est pas nous qui devons mener le peuple. Nous devons accompagner le peuple où il doit nous mener, parce que c'est lui le souverain. C'est lui qui détient le pouvoir. Merci beaucoup, Modeste Boukadia, président du CDRC. Merci d'avoir donc été avec nous sur R7, ancien candidat à la présidentielle de 2009 au Congo Brazzaville. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Merci beaucoup, M. Perrin, de m'avoir permis de parler au peuple congolais, au peuple africain, parce que, si vous le permettez, Je vous en prie. l'Afrique aujourd'hui euh, doit jouer son rôle par rapport à ce qui se passe au niveau international. Nous sommes la clé, l'Afrique est la clé de la paix dans le monde. Et je suis très heureux du formidable travail que fait, par exemple, le président Kenyan. Et j'espère que beaucoup de présidents vont suivre la voie de certains présidents aussi de l'Afrique de l'Ouest. Et je redis ceci. Vouloir être souverain ne veut pas dire être contre la France. Vouloir être souverain ne veut pas dire être contre les États-Unis. Vouloir être souverain ne veut pas dire être avec la Russie, ni contre la Russie. Vouloir être souverain, c'est donner la possibilité au peuple d'être, De décider sur de son avenir. choisir, de choisir
le destin de son avenir et de permettre la mise en place des véritables partenariats et avec la France et avec l'Occident, avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Arabie saoudite, avec le Moyen-Orient, dans des conditions de respect mutuel, mais de manière optimale, c'est-à-dire euh, ambitieuse. C'est ça, être souverain. Avec des partenariats gagnant-gagnant. En tout cas, merci, monsieur Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés une fois de plus. Mais comme d'habitude, je ne cesserai de vous le rappeler, de cliquer sur le petit pouce solaire juste en bas de cette vidéo et de partager massivement l'émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. Vous avez été en tout cas les meilleurs. À très bientôt. Merci.